Moi qui parle. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée aujourd'hui à l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise. Alors, quel dirigeant ne s'est pas demandé comment il pouvait optimiser sa rémunération, bien sûr sans voir le poids des charges sociales s'alourdir. L'optimisation de la rémunération professionnelle du dirigeant d'entreprise nécessite une stratégie sur mesure qui dépend de facteurs tels que le secteur d'activité, les spécificités de l'entreprise et bien sûr les attentes personnelles. Mais aussi la prise en compte des souhaits dans sa dimension globale, à savoir un revenu média, un revenu potentiel et ou un revenu différé. Alors, pour aborder ce sujet et répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romain Delage, fondateur du groupe FIC et conseiller en gestion de patrimoine, et Elisabeth Da Silva, conseillère en gestion de patrimoine. Je vous remercie pour votre intervention. Alors, petit rappel, vous pouvez poser vos questions via le chat qui est sur votre droite. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Romain Delage. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été très bien dit, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous intéresse tous dans notre position, c'est comment gagner plus sans travailler plus, finalement. Donc, avant d'attaquer ce sujet, on va se présenter. Donc, moi, je suis Romain, je présente Elisabeth. Donc, nous sommes à la tête d'un cabinet de gestion de patrimoine sur Marseille qui comporte une vingtaine de salariés et nous pratiquons plusieurs métiers. Donc, qu'Elisabeth va vous présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, le groupe FIC est un groupe qui est basé à Marseille, rue Paradis, depuis 12 ans. Donc on est aujourd'hui 16 personnes, des spécialistes chacun dans leur domaine, et on va vous présenter un petit peu les différentes entités qui font partie du groupe. Donc la première entité, c'est le cabinet de gestion patrimoine, FIC Patrimoine, qui nous permet de faire un accompagnement juridique et fiscal à nos différents investisseurs, de proposer des solutions de défiscalisation immobilière, notamment via l'immobilier neuf, et également tout ce qui est placement financier. On va l'aborder un petit peu tout à l'heure, justement, comme tout ce qui est PEE, donc plan d'épargne entreprise, PERCO, assurance vie, ou tout ce qui est gestion de trésorerie. Dans le groupe, on a une seconde entité qui est l'agence immobilière Acté, qui est spécialisée dans l'investissement locatif. Donc effectivement, nos investisseurs qui vont rentrer par le cabinet de gestion patrimoine, on va leur proposer un audit et on va parfois partir donc sur de l'immobilier ancien via l'agence immobilière, où on a des chasseurs d'appartements qui vont aller chasser l'appartement qui correspond au bilan qui a été établi. On a une troisième entité qui est FIC Gestion, qui est un cabinet de gestion locative. Comme on fait beaucoup d'immobilier, vous l'aurez compris, que ce soit dans le neuf ou l'ancien, on propose à nos investisseurs de gérer pour eux la recherche de locataires, l'encaissement des loyers et de proposer une assurance loyer impayé. Et enfin, la dernière entité, c'est FIC Crédit, qui est le cabinet de courtage en crédit, où on va accompagner nos clients sur le financement. Donc, comme vous le voyez, l'objectif du groupe FIC, c'est d'accompagner nos clients à 100% sur l'ensemble de leur projet et sur tous les pans de la gestion de patrimoine. Voilà, donc c'était une petite présentation pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quand même quelques petits préalables dont on souhaite vous faire part pour que les choses soient un petit peu plus claires, et notamment les différentes formes juridiques de société. Donc, on entend parler de plusieurs types de formes juridiques. Il existe deux types de formes, soit en nom propre, avec les micro-entreprises et les entreprises individuelles, soit en société avec différents types de sociétés, comme les sociétés anonymes, sociétés civiles, les SAS ou SASU, SARL ou EURL. Alors, on ne va pas pouvoir aborder tous les cas aujourd'hui, ça serait un petit peu trop long. Donc, on a décidé de se consacrer à deux types de formes juridiques de société qui sont les plus courantes. C'est la SAS et la SARL. Juste quelques petits chiffres pour information. En 2021, il y a eu plus d'1 million de créations d'entreprises et la SAS représente quasiment 70% des immatriculations, là où la SARL représente un peu moins de 30% également. Donc, c'est vraiment les deux les plus communes qu'on retrouve aujourd'hui en France. Alors, une petite comparaison entre les deux types de sociétés pour que vous compreniez déjà les différences entre les deux. Donc, quand on est en SAS, on est président et on est assimilé salarié, c'est-à-dire qu'on a une fiche de paye. En SARL, on est considéré comme gérant majoritaire, donc quand on a au moins 50% du capital, et donc on est considéré comme travailleur non salarié. On cotise pour les deux à la sécurité sociale, donc sécurité sociale classique pour la SAS, et la sécurité sociale des indépendants
SSI ou anciennement RSI pour la SARL. On cotise à la retraite pour les deux, alors un peu moins à la SARL, on va en reparler un petit peu après, qu'à la SAS. On n'a pas de couverture chômage dans les deux, sauf en cas de mandat social pour la SAS. Et on a des charges sociales, donc ça aussi on va en parler, qui sont plus élevées en SAS et moins élevées en SARL. Donc ça peut être une des raisons qui fait qu'on choisit plutôt l'une ou l'autre société, sachant qu'en SAS, si on ne se verse pas de salaire, on ne paye pas du tout de charges sociales. Donc voilà, donc après ça fait partie des raisons souvent qui font que l'on choisisse l'une ou l'autre. Voilà déjà quelques petits éléments de comparaison entre les deux sociétés. On voulait aussi faire un petit focus sur l'impôt sur les sociétés pour que ça soit clair pour tout le monde, puisque après on va rentrer dans le détail. Donc en fait, l'impôt sur les sociétés, il va se décomposer en deux temps. Donc jusqu'à 38 120 € de bénéfices, vous êtes imposé à 15%. Au-delà de 38 120, vous êtes imposé à 25%. Alors le bénéfice, vous le savez, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges déductibles. On a mis un petit exemple pour que ça soit un peu plus clair. Donc une société qui va faire 50 000 € de bénéfices, jusqu'à 38 120, donc elle est imposée à 15%, ça représente 5 518 € d'impôt. Et donc la part entre 38 120 et 50 000, oui, c'est 11 880 à 25%, donc 2 970. Donc la société qui va faire 50 000 € de bénéfices va devoir payer en impôt sur les sociétés 8 688 €. Voilà. Donc c'est important de le comprendre et de le décomposer pour savoir comment on est taxé. Bon, je peux parler un peu. Ouais, parce que bon, j'ai l'air en forme ce matin. Bon, moi non, ça tombe bien. Donc, je vais un peu prendre le relais donc, pour maintenant aborder finalement les différents types de revenus. En fait, comme l'a dit en introduction, il existe trois formes de revenus. Finalement, le revenu que vous allez percevoir immédiatement, grâce auquel vous allez maintenir votre train de vie, celui que vous pourriez avoir en cas d'arrêt maladie, ce qu'on va appeler le revenu potentiel, et celui que vous aurez dans un troisième temps quand vous arrêterez votre activité et que vous serez à la retraite. Chaque revenu peut être optimisé, chaque revenu doit être analysé et réfléchi. Et donc, on va attaquer par la première partie, donc le revenu immédiat. Donc, le revenu immédiat, c'est quoi finalement? C'est ce que vous allez pouvoir percevoir, que ce sera le fruit de votre activité. Donc, il existe plusieurs formes. La plus connue, bien évidemment, c'est les salaires. Alors, comme l'a dit Elisabeth, quand on est président de SAS, on a des fiches de paye et donc on a un statut d'assimilé salarié. Mais lorsqu'on est gérant de SARL, on a ce que l'on appelle des rémunérations de gérance. Alors, ce n'est pas des fiches de paye, c'est voté en assemblée générale, mais c'est traité comme un salaire, notamment aux yeux des banques et aux yeux de l'administration fiscale. Ces salaires sont un premier élément que tout le monde pratique, je pense, ici. On peut doubler ces salaires d'une autre forme de rémunération que sont les dividendes. Alors attention, les dividendes sont des revenus qui sont versés par l'entreprise à ses actionnaires. Donc, bien évidemment, ils seront versés après l'exercice en fonction du résultat, mais ne seront pas du tout traités fiscalement de la même manière si l'on est président de SAS ou gérant de SARL, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Il existe d'autres moyens de se rémunérer qui sont un peu moins connus, un peu moins pratiqués de manière systématique. Ce sont les notes de frais. Alors, dans les notes de frais rentrent plusieurs choses. Il y a bien sûr les remboursements des frais professionnels, mais également la possibilité d'optimiser sa rémunération via des remboursements à travers des indemnités kilométriques. Si on peut se le permettre, si l'activité le permet, ou alors le versement d'un loyer finalement directement au chef d'entreprise qui prendrait la décision d'héberger sa société à son domicile. C'est une stratégie qui peut être très intéressante, notamment au lancement, quand on n'a pas encore les moyens de posséder ses propres bureaux ou d'être locataire. On peut héberger la société à son domicile, se verser à ce titre un loyer, voire même effectuer transférer certaines charges qui sont personnelles auprès de la société, toute proportion gardée, comme les consommations d'électricité, la box Internet, qui permettraient bien évidemment de pratiquer l'activité à son domicile. Donc, les notes de frais sont un bon moyen de récupérer un peu de revenus, de rémunération sans subir de charges sociales ni d'impôts sur le revenu. Puis, pour finir, il y a toute la partie que l'on appelle de manière globale l'épargne salariale, qui est une façon de se verser des rémunérations
encore une fois, en essayant finalement de ne pas payer, de ne pas subir de pression fiscale ni sociale. Donc, il existe plusieurs types de placements que l'on va énumérer par la suite, mais on a le PEE notamment, qui est très connu, le plan d'épargne d'entreprise, ainsi que le PERCO, sur lequel vous pouvez spontanément verser des sommes et la société va également pratiquer ce qu'on appelle un abonnement qui peut être jusqu'à 3 fois le montant que vous avez versé. On peut également optimiser sa rémunération via le versement de chèques emploi-service préfinancés qui vous permettrait, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir payer à votre domicile des employés à domicile, comme femme de ménage, jardinier. On peut également recevoir des chèques vacances dans une certaine mesure qui seront là aussi exonérés de toute charge et impôts. Et pour les salariés, après des tickets restaurants, mais ça ne concerne pas malheureusement les gérants majoritaires et les présidents. Donc, on a aujourd'hui de nombreuses formes finalement de rémunération possibles, n'est-ce pas Elisabeth? Et au final, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Dit comme ça c'est un peu compliqué. Donc, on a fait le choix finalement de prendre plusieurs hypothèses. Donc, on va d'abord comparer les différentes possibilités pour un président de SAS, puis on va faire la même chose pour un gérant de SARL, et puis on va comparer qui gagne dans cette situation. Donc, comme critère, finalement, on va prendre en considération que la société, une fois qu'elle a payé tous ses frais de fonctionnement et toute son activité, elle va dégager un bénéfice, un résultat d'environ 50, 100 ou 150 000 euros qu'elle pourrait donc vous reverser en tant que chef d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, effectivement, donc, on va commencer par la SAS et on a donc 3 hypothèses. Donc, si l'hypothèse classique, on va dire, c'est on est président de SAS, on se verse un salaire. Lorsque l'entreprise va sortir 50 000 euros, vous le voyez, en salaire net, on va pouvoir récupérer 26 240 euros après avoir payé les cotisations sociales et son impôt sur le revenu. On a fait la même chose pour une hypothèse à 100 000 euros et à 150 000 euros. Donc, vous voyez, pour 100 000 euros versés par l'entreprise, on récupère 47 727 et pour 150 000 euros, 68 874. Si on fait la répartition de ce salaire net par rapport au revenu global versé par l'entreprise, on voit que 26 240 euros, ça représente 52% de 50 000. Donc, on va récupérer 52% en salaire net. Et vous voyez que ce pourcentage diminue. Plus le salaire versé par l'entreprise augmente, plus ce salaire net diminue. Mais en gros, plus on me paye, moi je m'y retrouve. C'est ça. C'est ça? Et pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'on est imposé sur le revenu, donc plus on gagne, plus on paye. On est imposé au barème progressif, donc on a des tranches marginales d'imposition. Donc effectivement, plus on a un plus gros salaire, plus on va payer d'impôts. Et donc c'est ce qui fait que le pourcentage diminue. D'accord. Et au niveau des cotisations sociales, ça augmente aussi? Ça va augmenter, mais vraiment très peu. C'est vraiment l'impôt sur le revenu qui va impacter la baisse de proportion du salaire net par rapport au revenu versé par l'entreprise. Donc finalement, il nous reste moins de la moitié de ce que l'on gagne assez rapidement. Donc ça, c'est le premier cas, le cas classique. On a déjà une première façon de l'optimiser. C'est le deuxième cas que l'on va voir. Comme vous le voyez, c'est le même tableau. On prend toujours les 3 hypothèses, 50 000, 100 000, 150 000. Sauf que là, vous voyez, on a rajouté une ligne, les dividendes. Donc, effectivement, on va pouvoir se verser des dividendes en SAS. Donc, on a choisi de prendre un salaire net le plus bas possible. Donc, on a pris un SMIC à l'année, donc 15 555 euros après impôt sur le revenu. On a choisi de se payer des dividendes. Alors, les dividendes, à quel moment on se les paye? En fait, les dividendes, c'est tout ce qui va vous rester après avoir payé votre rémunération, les charges sociales liées à votre rémunération, l'impôt sur les sociétés. Il va vous rester un bénéfice que vous allez pouvoir vous reverser en dividendes, partiellement ou totalement, au choix. Donc là, on a fait le choix de verser l'intégralité des 50 000 euros pour arriver à 50 000 euros. Donc, vous voyez que dans la première hypothèse, on se verse un salaire de 15 000, donc un SMIC de 15 555 euros. On se verse des dividendes à peu près du même montant. On va payer évidemment tout ce qui est impôts et taxes, donc cotisations sociales, impôts sur les sociétés. On va évidemment payer des impôts sur les dividendes. Alors, il y a 2 options, soit la flat tax à 30%, soit le barème progressif, donc à l'impôt sur le revenu.
Donc, on ne vous a pas détaillé à chaque fois. On a fait évidemment les 2 calculs pour choisir le plus intéressant. Là, il se trouve que c'est l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que vous avez le petit IR entre parenthèses. Et donc, une fois qu'on a payé tous ces impôts et taxes, il nous reste, lorsqu'on sort 50 000 € grâce aux dividendes, 30 794 €. Alors, on n'a pas précisé, mais tous ces critères de calcul ont été faits comme si vous étiez une personne seule Oui. dans le foyer fiscal. Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper au vu du nombre de participants. Donc, on a choisi arbitrairement ce statut de personne célibataire, seule dans un foyer fiscal. Sans enfant. Sans enfant. Donc, une part fiscale, effectivement. Si on regarde les pourcentages, on voit que tout à l'heure, on était à 52, 48 et 46%. Donc, grâce aux dividendes, on va gagner quand même 10 points de plus sur chacune des simulations de 50 000, 100 000 et 150 000 €. Donc, on a déjà réussi à largement optimiser les salaires grâce aux dividendes. Là où on avait tout à l'heure 26 240 € pour 50 000 € versés par l'entreprise, on est à près de 31 000 € voilà, dans notre poche, entre guillemets. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il nous reste plus de la moitié dans notre poche. Voilà. Donc, ça fait plaisir. C'est déjà ça. On a moins l'impression de travailler pour les autres. Mais on peut encore faire un petit peu mieux en essayant justement d'aller grappiller finalement tous les petits avantages qui sont disséminés et qui nous sont mis à disposition. Donc, comme je vous l'ai dit assez succinctement, il existe aujourd'hui la possibilité de finalement, en tant que chef d'entreprise, pouvoir bénéficier de petites rémunérations supplémentaires que l'on va pouvoir déjà se verser soi-même, puisque aujourd'hui, l'État a mis en place des plans d'épargne entreprise et des plans d'épargne retraite collectifs qui ont pour objectif de nous inciter, nous chefs d'entreprise, mais aussi d'inciter nos salariés à pouvoir finalement épargner dans des conditions fiscales qui seront avantageuses, puisque par exemple pour le PE, toutes sommes bloquées pendant 5 ans seront totalement exonérées d'impôts sur le revenu et de charges sociales. Pour le PERCO, par contre, les sommes vont être bloquées plus longtemps, ça sera jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Et au sein de ces placements, on va pouvoir faire travailler l'argent comme dans des contrats d'assurance vie ou sur des comptes titres. Donc, pour 1 000 € versés sur un PE, la société pourra verser jusqu'à 3 fois plus. Alors, c'est un peu plus que 1 000 €, la société peut verser jusqu'à 3 290 € par an. On vous a mis, pardon, je te coupe Romain, tous les montants, tous les plafonds qui sont juste en bas, comme ça. Voilà. Et pour un PERCO, la société peut abonder jusqu'à 6 580 € par an. Donc, à ces sommes que l'on peut verser et qui vont finalement ne plus générer d'impôts ni charges sociales, on peut également coupler ça avec le paiement par l'entreprise de chèques vacances pour un montant de 480 € par an, qui seront là aussi exonérés de charges et d'impôts, ainsi que des chèques CESU, donc des chèques emploi-service préfinancés par l'entreprise pour un montant de 2 265 € par an. Donc, toutes ces sommes vont échapper à la pression fiscale. Et on a même rajouté dans les notes de frais des remboursements d'indemnités kilométriques ou le versement d'un loyer pour un montant de 5 000 €. Alors, les indemnités kilométriques ne seront pas taxées. Le loyer rentrera en revanche dans un système de revenus fonciers, mais de ces loyers, donc vous allez devoir les déclarer, mais vous aurez la possibilité d'optimiser cela en déduisant au prorata de la surface que vous allouez de votre logement à votre activité professionnelle. Vous allez pouvoir déduire des charges afférentes à votre logement, comme le prorata de la taxe foncière, le prorata des intérêts d'emprunt ou des consommations que vous utilisez. Donc, il y a quand même la possibilité d'optimiser fiscalement le versement de ce loyer. Donc, la totalité de ces sommes va nous permettre de pouvoir se verser environ 17 619 € hors pression fiscale. Donc, on a ajouté ce système au système de versement de salaire qu'on avait vu précédemment. On a déduit cela du bénéfice et on va se verser ce qui reste au final en dividende. Donc, nous avons, comme précédemment, fait le choix d'imposer ces dividendes à la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui était plus avantageuse dans ce cas-là. Et donc, au final, quand on cumule tous les revenus qu'on a pu avoir, c'est-à-dire un salaire net de charges et d'impôts sur le revenu pour 15 555 €, des dividendes nets à 2 400 € et l'épargne salariale, on arrive à un total de 35 577 € et on est arrivé à plus de 70% finalement des revenus versés par l'entreprise qui reviennent net dans notre poche. Si on duplique ce système pour un montant de 100 000 €, on retrouve 67% et 63%
pour 150 000 euros, ce qui, par rapport à ce qu'on avait au départ, permet d'avoir une rémunération nettement plus intéressante, puisque je crois qu'on était aux alentours de 26 000 euros sur le premier 50 000, cas, et qu'on est arrivé à 35 000 euros. Donc là, pour le coup, on a quand même bien bossé. C'est ça. Donc, petit récapitulatif, 3 hypothèses. Première hypothèse classique, on se verse des salaires. Deuxième hypothèse, on se verse des salaires et des dividendes. Et troisième hypothèse, on utilise l'épargne salariale et tout ce qu'on peut se verser hors charges, exonérées d'impôts, etc. Donc, épargne salariale, dividendes et salaires, et on optimise au maximum notre rémunération. Donc, finalement, on se rend compte que si on veut que ça fonctionne, il faut se casser la tête. Voilà. Désolé, mais bon, il n'y a rien qui va être simple. Mais bon, ça, vous êtes chef d'entreprise, vous avez déjà l'habitude de passer votre quotidien à gérer des problèmes. On sait ce que c'est. Donc, on a vu pour le statut du président de SAS ce que l'on pouvait faire. Est-ce que c'est plus intéressant pour une SARL? On va voir tout de suite. Donc, on a repris les mêmes hypothèses avec un statut, donc une forme juridique de SARL. Donc, premier cas, comme tout à l'heure, on se verse simplement un salaire, enfin une rémunération de gérance. Donc, vous voyez que là, on récupère, lorsque l'entreprise sort 50 000 euros, on récupère 31 223 euros. On récupère plus parce qu'on a moins d'impôts et taxes, parce qu'en SARL, on paye moins de cotisations sociales. Donc, c'est ce qui fait cette différence. Là où tout à l'heure, on récupérait 26 000 euros en SAS, en SARL, on récupère 31 000 euros et on gagne quasiment tout de suite 10 points de plus sur la répartition entre le salaire net et le… de toute façon, je l'ai mis juste après. Voilà. On a la comparaison avec la SAS en dessous. Vous voyez que… en SARL, c'est quand même largement plus avantageux puisque les cotisations sociales sont bien plus basses. L'écart est quand même assez impressionnant. Ouais. Franchement, là, il n'y a pas photo. Pour ce cas-là, il n'y a pas photo. A priori, c'est la SARL qui gagne. Voilà. Alors pourquoi finalement, il y a plein d'experts comptables qui veulent le préférer ouvrir des SAS à ce moment? Je ne sais pas, est-ce qu'on en a parmi nous? On se demande. On va voir peut-être que ce n'est pas le cas tout le long. Alors du coup, si on prend le même exemple qu'on a fait précédemment, donc on va intégrer l'idée de se verser des dividendes, on va se rendre compte que pour le coup, là, ça marche beaucoup moins bien que ce qu'on a pu le voir précédemment, puisque la petite difficulté que l'on va avoir dans ce cas-là, c'est que depuis 2013, les dividendes pour les gérants majoritaires de SARL sont également soumis, en plus de tout ce qu'a cité tout à l'heure Elisabeth, c'est-à-dire on a l'impôt sur les sociétés, on a des dividendes, enfin on a un bénéfice net qu'on pourrait se reverser, sauf que là, ce bénéfice va être soumis au paiement des charges sociales, finalement comme la rémunération de gérance, ce qui va entraîner un surcoût qui va bien évidemment rendre l'intérêt de se verser des dividendes quasiment nul finalement, puisqu'on se rend compte que avec cette formule, on gagne moins que précédemment. On a le revenu qui était à 31 000 euros qui tombe à 29, et puis finalement c'est le même cas pour 100 000 et c'est la même chose pour 150 000, et on est même là pour le coup moins intéressant que si on avait fait le même système en SAS finalement. Donc si on veut se verser des dividendes, on est d'accord, c'est pas la SARL qu'il faut choisir. C'est pas la SARL qui va nous permettre de pouvoir récupérer le bénéfice via des dividendes, ça ne sera pas le bon système. Okay. Donc finalement, on va essayer de faire, comme précédemment, de trouver la rémunération optimale. On ne va pas utiliser le système donc des dividendes en tant que gérant de SARL directement sur la société du moins, mais on va coupler le salaire avec tous les systèmes d'épargne salariale qu'on a vu précédemment, pour finalement arriver à un revenu qui va être plus intéressant que ce qu'on avait sur la stratégie tout salaire, puisqu'on était à 71% de revenu net global par rapport aux revenus versés par l'entreprise. On passe de 71 à 78%. Donc là, on récupère quand même 38 000 euros sur 50 000 versés directement dans notre poche. Ça fait 11 000 euros de cotisation, impôt sur la société, charges sociales, impôt sur le revenu, c'est quand même un bon retour. On est à 65% pour un montant de 100 000 euros et 61% pour un montant de 50 000 euros. Ça, par contre, on se rend compte que ça devient un peu moins intéressant que la stratégie qu'on avait optimisée au niveau de la SAS. Donc, dans l'imaginaire collectif, on pense souvent qu'on a un meilleur retour en termes de salaire net dans la poche en SARL, et puis on se rend compte que quand on pousse l'optimisation au maximum sur des revenus qui
commence à être sympathique, hein, quand on parle de 150 000 euros, c'est que la société tourne bien, eh bien, on arrive à faire une optimisation un peu plus intéressante sur le statut de président de SAS. Dans l'absolu, l'écart est relativement faible et finalement, il n'y a pas vraiment de grand gagnant dans ce concours. Exactement. Et puis, ça reste évidemment à personnaliser à votre situation, que ce soit fiscale, la situation de l'entreprise. Donc là, je vous rappelle, on a pris un cas où c'est une personne seule, une part fiscale, célibataire, sans enfant. Alors, c'est un peu dommage quand même d'en rester là, moi je trouve, parce que finalement. On peut encore aller plus loin. Quand même, franchement, pour un quotient patrimoine comme moi, c'est frustrant. Là. Je ne peux pas rester là. Alors, on va voir ce qu'il y a après. Alors, du coup, on va parler de la holding. C'est la holding. Alors, on en parle beaucoup de la holding, on en entend beaucoup parler. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, holding? Donc, une holding, déjà, ça vient du mot hold. To hold, ça veut dire détenir en anglais. Donc, tout simplement, c'est Monsieur Dupont, hein, vous voyez le petit picto du monsieur avec la cravate, qui va détenir une holding la holding, donc, elle-même va détenir plusieurs sociétés qu'on appelle des filiales ou des sociétés filles. Donc, ça peut être, on vous a mis 3 exemples pour que vous puissiez voir que les formes juridiques peuvent être différentes. Ça peut être une SAS, une SARL, une SCI. Ça peut être aussi des activités totalement différentes. Donc, la holding peut avoir une boucherie, une salle de sport. Voilà. Donc, peu importe. Et donc, le but de la holding, c'est vraiment d'acquérir des sociétés et de les animer. Alors, attention, la holding, ce n'est pas une forme juridique. La holding, c'est sa fonction, en fait, hein, et elle doit avoir une forme juridique type SAS ou SARL. Alors, pourquoi on va créer une holding? Donc, rapidement, on va s'attarder essentiellement sur un point. On l'a dit, je l'ai dit juste avant, pour acquérir des sociétés. Il y a aussi différents avantages fiscaux qu'on va voir juste après, notamment sur le versement des dividendes. Quand on est en SARL, on l'a vu, les dividendes, ce n'est pas très avantageux. Donc, on va vous montrer un montage après qui va vous permettre de verser des dividendes. Ça va aussi permettre d'augmenter son patrimoine. On va en parler juste après dans notre montage, mais via une SCI, on va pouvoir faire des acquisitions immobilières, par exemple, et se créer un patrimoine. Et enfin, pour la transmission de l'entreprise, il y a aussi différentes solutions que la holding va nous permettre, de faciliter cette transmission. Alors, c'est vrai que la holding va nous permettre, en tant que notamment gérant des SARL, de pouvoir finalement se verser ces dividendes que l'on ne pouvait pas faire directement. Donc, quand vous avez créé une holding, le but c'est que cette holding, Elisabeth l'a dit, soit animatrice. Donc, elle va détenir votre société d'exploitation. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une SARL qui est un réel intérêt fiscal, mais ça peut fonctionner dans d'autres systèmes. Donc, une SARL qui génère un bénéfice de 100 000 euros. Là, ce n'est plus vous qui détenez en direct la société, mais c'est la holding. Donc, c'est la holding qui va donc être bénéficiaire de ce résultat fiscal positif. Donc, ces 100 000 euros vont remonter directement dans la holding. L'impôt sur les sociétés est payé au niveau de la SARL et la somme qui remonte soumet un léger frottement fiscal de 5%, ce qui va faire qu'on va retrouver 95 000 euros dans la holding. Le choix du statut de la holding, de sa forme juridique, va être déterminant, puisque si la holding est sous une forme de SAS ou de société civile, par exemple, on va pouvoir reverser de la holding au chef d'entreprise, au détenteur, des dividendes qui ne vont pas être soumis aux charges sociales, comme c'était le cas dans la SARL. Donc, finalement, on a la possibilité, comme on l'a vu directement sur la SARL, de se verser un salaire qui va être très intéressant au niveau de la pression fiscale et sociale et tous les autres avantages que l'on a vus. Et pour aller au bout de la stratégie et maximiser les avantages fiscaux, on fait remonter le bénéfice de la SARL directement dans la holding et c'est la holding qui nous verse les dividendes en ayant finalement le même régime que ce que l'on aurait eu si on était président de la SAS. Donc, ça peut être une bonne solution pour aller plus loin dans l'optimisation que l'on avait vu précédemment, mais aujourd'hui, on peut aussi envisager les choses différemment. Ce serait finalement de se dire qu'on gagne assez, parce que ça peut arriver finalement qu'on se verse assez de revenus, croyez-moi, bon, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, et que l'on décide finalement plutôt de réinvestir ces sommes directement dans des projets. Donc ça peut vous servir à financer le lancement d'autres activités, d'autres sociétés tout simplement, ou
finalement de faire grossir votre patrimoine immobilier via l'acquisition de biens immobiliers à travers des sociétés type SCI, Alier ou Alias, SARL, qui vont donc récupérer la somme que la SARL avait fait remonter à la holding va la faire redescendre dans une SCI et cette somme qui n'aura subi aucune pression fiscale va être utilisée comme apport finalement pour financer un projet immobilier. L'intérêt de faire ce type d'achat en société va être donc, on l'a vu là au niveau de l'apport, mais également au niveau de la fiscalité sur les revenus, puisqu'on va finalement monter le système pour qu'on puisse appliquer les règles comptables des professionnels, pratiquer donc des amortissements comptables sur les loyers que l'on va rendre non imposables pendant des durées assez longues selon la rentabilité du projet. Alors j'ai une question, si on fait un investissement immobilier comme ça via la SCI, est-ce que ça touche l'endettement personnel du dirigeant? Alors, ça, c'est banques, en ce aussi moment, c'est notre un peu avantage. Alors, voilà. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, en courtier en crédit, je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, les banques sont soumises à une pression qui les oblige à respecter des ratios, des taux d'endettement de façon très très rigoureuse. C'est assez compliqué aujourd'hui de réaliser des investissements à titre personnel. Donc, c'est vrai que l'avantage de ce système, c'est qu'on va être sous des montages professionnels et l'endettement va être analysé non plus par rapport à un taux d'endettement, mais par rapport à des ratios qui sont beaucoup plus souples, par rapport notamment aux résultats et aux bénéfices que l'on dégage et par rapport à la solvabilité des locataires. Et donc, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin dans les possibilités d'investissement. Ok. Et donc, si on voulait récupérer ces 95 000 € pour un projet sans holding? Alors, oui, c'est vrai que sans holding, pour pouvoir récupérer 100 000 €, on l'avait vu précédemment dans le schéma SARL classique, 100 000 € de salaire finalement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, 100 000 € brut versés par la société, ça génère 57 000 € de salaire. Ok, Et donc finalement, il y a quand même 37 000 € d'écart. Voilà. Ça permet d'investir beaucoup, de manière plus optimisée. Et finalement, à l'inverse, si on avait voulu récupérer 95 000 € en perso pour les avoir pour un apport pour le projet immobilier, il aurait fallu que la société sorte la somme de 174 710 €, ce qui montre bien justement tout l'intérêt d'être passé directement par la holding pour arriver à la SCI, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus d'apports pour le même projet finalement. Donc, encore une fois, là, on vous montre quelque chose de très schématique, qui paraît très simple. C'est quelque chose qui ne se crée pas à la légère. C'est quelque chose que l'on met en place après une réflexion qui doit prendre en compte pas mal de paramètres. Donc, c'est un critère qui doit être personnel et ça nécessite une approche qui sera personnalisée. Attention, c'est vrai, petite précision, tout ça paraît merveilleux. Comme toujours, il y a un retour de bâton. On est sous le régime des plus-values également des professionnels qui, pour le coup, sera beaucoup moins intéressant. Alors, le régime des plus-values, c'est-à-dire si on revend… Voilà, c'est-à-dire qu'à la sortie du projet, on a rendu les loyers non imposables pendant des longues périodes, c'est très intéressant. Par contre, au moment de la revente, les plus-values réellement réalisées ainsi que tous les amortissements pratiqués vont être soumis à l'impôt sur les sociétés pour schématiser. Et donc, ce que l'on n'a pas payé pendant la vie du projet, souvent, on nous en reprend une belle partie à la sortie. Mais au moment où vous avez vendu et où vous avez récupéré la trésorerie, ce qui est beaucoup plus simple à assumer que de devoir payer de l'impôt sur des loyers alors qu'on n'a pas la trésorerie forcément à ce moment-là. Donc, on a vu pas mal d'outils. Ouais. Je pense que ça doit déjà être assez compliqué de nous suivre jusque-là. Donc, on va en rester là. L'idée, c'était de vous expliquer finalement… On reste là pour la première partie. Pour la première partie. Mais finalement, il n'y a pas de stratégie miracle. Il faut savoir coupler tous les outils qui sont mis à notre disposition pour arriver à faire au mieux. Mais le mieux va être différent pour chacun d'entre vous. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on essaie de personnaliser cette approche en fonction de votre situation. Ça, c'est si tout va bien. Mais il est possible que y ait des problèmes, qu'il y ait des accidents dans la vie et qu'il faille justement anticiper cela en mettant en place ce qu'on appelle des contrats de prévoyance santé. Aujourd'hui, si vous avez un accident, il est possible que votre activité subisse un contre-coup très important, voire qu'il n'y ait plus de revenus. Donc, la possibilité qui vous est offerte, puisque la sécurité sociale va vous verser certes des indemnités à ce titre, mais elles seront tellement éloignées de votre salaire que
nous vous conseillons de mettre en place ce qu'on appelle des contrats d'indemnité journalière qui vont vous permettre justement d'avoir une compensation entre le versement qui vous sera fait par la sécurité sociale et le salaire que vous avez besoin pour vivre, puisque finalement, vous allez déterminer un montant de salaire qui vous est vital, on va dire, celui qui couvre l'ensemble de vos charges du quotidien et qui vous permet finalement de pouvoir payer toutes vos traites. Et, admettons, c'est 5 000 €, on calcule que la sécurité sociale vous verse 1 500 €, on va vous couvrir pour les 3 500 € manquants. Ces indemnités journalières vous seront versées donc directement par l'assureur. Si votre maladie dure plus que ce que vous auriez aimé et dépasse même un délai de 3 ans, vous serez d'office dans un système de rente d'invalidité qui va courir jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite. Ces contrats offrent également la possibilité de faire bénéficier vos proches d'un capital décès, comme ça porte son nom, en cas de décès. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on essaye de faire tourner au mieux chacun sa société, mais il faut toujours se dire qu'on peut avoir un coup d'arrêt brutal et il faut l'anticiper. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez fait le choix d'espérer gagner mieux, d'avoir une autre vie, mais ça vous oblige également à vous prendre en charge. On l'a vu, c'est compliqué d'optimiser sa rémunération, il faut déjà pas mal réfléchir. Il faut que vous preniez en main pour l'aspect prévoyance santé. L'État ne sera pas derrière vous pour ça. Et il faut que vous preniez également en main pour ce qu'on appelle, nous, les revenus différés, c'est-à-dire tout simplement la retraite. Alors, encore des tours. encore des tableaux. Donc là, on a fait une petite comparaison toujours entre la SAS et la SARL. Donc, on cotise à la retraite de base. Donc, la différence, c'est qu'en SAS, on va cotiser plus. Comme je le disais en introduction, c'est souvent un peu aussi la raison qui fait qu'on passe en SAS plutôt qu'en SARL, au-delà des charges. Donc, on va en fait cotiser sur une base de revenus bruts, alors qu'en SARL, on cotise sur un revenu net. Donc, forcément, comme le net est moins élevé que le brut, on va cotiser moins en SARL. Et on voit que le taux est le même. Voilà, donc c'est vraiment la base de cotisation qui change. Au niveau de la retraite complémentaire, on va cotiser à 2 caisses différentes, donc pour la SAS à l'Argic Arco, avec des taux variables entre 10 et 24%, et à l'assurance retraite des indépendants pour la SARL, avec des taux entre 7 et 8%. Alors, tous ces taux, ce n'est pas très parlant, donc on vous a mis un petit exemple à la fin. Donc, pour un salaire mensuel net de 8 333 €, donc imaginons que ce soit un dirigeant qui est en fin de carrière, qui a cotisé. Donc ça fait bien 100 000 € à l'année. Exactement, oui, c'est vrai que j'avais pas fait le rapport. On l'a mis en mensuel parce que c'est quand même toujours plus parlant. Donc en SAS, à la retraite, on va avoir donc une pension de 3 249 € en SAS et en SARL de 2 424 €. Donc, vous voyez, on perd. Chute vertigineuse. Voilà. Un tiers en SARL parce que pendant toute la vie de dirigeant en SAS, on a cotisé plus. Donc, on a à peine plus d'un quart en SARL. Donc, vous imaginez bien que si vous vous contentez uniquement de ce système, le système dit par répartition, il va falloir apprendre à serrer la ceinture. Ou alors, vous faites comme on nous explique depuis une quinzaine d'années déjà, vous vous prenez en main et vous mettez en place ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Alors, c'est compliqué parce que déjà, vous avez dit qu'il faut bien réfléchir à plein de systèmes pour optimiser la rémunération. Après, il faut réfléchir en cas d'arrêt. Et en parallèle, on va vous dire qu'il va falloir se prendre en main et préparer sa retraite. Eh bien oui, c'est compliqué. Mais la vie est dure. Et donc, en fait, finalement, il faut voir ça en 2 phases. On a une première phase durant la vie active pendant laquelle il va falloir réussir à se créer un capital, comme le terme l'indique. Donc, la création du capital va pouvoir se faire notamment via l'immobilier, puisque ça reste aujourd'hui le meilleur outil pour créer de la richesse quand on n'en a pas de base. Et donc, pourquoi c'est un excellent outil? Grâce à l'effet de levier du crédit et l'effet de levier fiscal, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va financer nos acquisitions à crédit et c'est une tierce personne, le locataire, qui va créer notre enrichissement. Donc, pendant que vous êtes au travail, pendant que vous produisez des richesses, à côté de ça, il y a d'autres personnes qui travaillent pour vous enrichir en parallèle. Et c'est justement ce travail conjoint qui va vous permettre d'arriver à la retraite avec
un capital. Alors là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'est finalement des appartements, mais ce n'est pas forcément ces appartements que vous allez garder à la retraite, puisque quand on arrive à la retraite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin finalement de compenser cette baisse d'activité en créant des rentes, sauf que là, on voudrait que ces rentes, finalement, soient assez pérennes, soient assez stables dans le temps. Donc, si on réinvestit les sommes, le fruit de tout ce capital qu'on a créé dans de l'immobilier, ben, ça ne sera pas de l'immobilier à crédit cette fois, puisqu'on veut des rentes nettes, et ça sera de l'immobilier qui sera adapté et optimisé. Donc, quand je dis adapté, c'est un bien qui ne va pas être trop générateur de charges, qui ne va pas nous créer des mauvaises surprises donc dans la gestion au quotidien, et optimiser fiscalement via notamment le statut de loueur en meublé qui permet de rendre les loyers non imposables pendant de très longues périodes. L'alternative pour laquelle beaucoup optent, c'est le placement de la totalité du capital en assurance vie. Faut savoir qu'on est quasi un paradis fiscal pour la finance. En français, on peut faire des choses assez dingues en assurance vie. Et donc finalement, aujourd'hui, avec la remontée des taux, on arrive à avoir, bon an mal an, des taux garantis à plus de 5%. Si vous avez un capital intéressant, ça permet de pouvoir bien faire fructifier toute cette capitalisation qu'on a faite pendant des années, et de pouvoir finalement générer, pas des rentes, parce qu'on ne va pas transformer l'assurance vie en rente, mais de pouvoir ponctionner le fruit de ces placements chaque année pour maintenir son train de vie. Une bonne solution consisterait à coupler les deux, l'immobilier et le financier. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous devez décider en fonction de vous, de vos objectifs de vie et de ce que vous avez réellement envie de faire. C'est quelque chose de personnel et qui nécessite bien évidemment un accompagnement dans le temps, puisque c'est assez complexe à tout coordonner finalement pour des personnes qui ne sont pas de ce monde-là. Donc, si je comprends bien, pendant l'activité, on crée du capital, on investit dans l'immobilier, on utilise l'effet de levier du crédit, on se crée un capital pour qu'à la retraite, ce capital, on puisse l'investir, toujours dans l'immobilier, mais sans crédit cette fois-ci, se créer des rentes et du coup se créer un complément de retraite. Exactement. C'est ça ? Exactement. Okay. Super. On arrive à la fin de notre présentation. Donc, on a vu les 3 aspects de la rémunération. En conclusion, donc, on l'a dit plusieurs fois déjà durant la présentation, mais toutes ces façons d'optimiser, vous avez vu qu'il y en a. Ce sont des exemples qui sont pris avec un dirigeant seul, encore une fois, célibataire. Mais vous avez... Il faut adapter cette stratégie à votre situation en fonction de votre profil, de vos besoins, de votre société. Donc, on est évidemment à votre disposition pour vous réaliser un audit. Et voilà. Et on a l'habitude de travailler avec les experts comptables de nos clients. On a une formation à la base d'experts comptables. Donc, c'est quelque chose qui ne nous dérangera pas du tout de coupler la stratégie à laquelle on réfléchit avec finalement celle de votre expert comptable. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Il y a certainement des questions. Je crois que. Alors, il y avait quelques questions. Vous avez répondu au cours de votre intervention, mais il y en a une qui concerne plutôt le volet sur le revenu immédiat et qui concerne la question de l'épargne salariale et des chèques vacances. Sont-ils accessibles en SASU ? Oui. Oui, on l'a vu. On l'a mis, mais oui, ils sont accessibles en SASU. On l'a mis dans notre exemple. Je vais le reprendre en SASU. Effectivement, on l'a mis. Ici, voilà. Vous l'avez, chèque vacances. Effectivement, dans le package qu'on a défini en épargne salariale, vous avez accès au chèque vacances. Et en bas, on vous a mis tous les plafonds donc, de versement. De versement. Voilà, pour et après, il y avait peut-être une dernière, mais c'est plus une précision sur la forme des investissements en matière immobilière. Alors, quand on investit dans l'immobilier, en fait, comme je disais, il y a 2 phases. La phase où on veut créer du patrimoine, donc on va investir soit dans la holding via souvent des SCI ou des SARL, puisque là, c'est l'activité, le statut professionnel qui va rendre les loyers non imposables via des amortissements comptables. Et si on le fait en perso, il y a plusieurs possibilités, mais les 2 principalement utilisées, c'est soit on investit dans le neuf via des dispositifs de défiscalisation comme la loi Pinel. Alors, ce n'est pas une fin en soi, mais ça permet de doubler le loyer d'une aide de l'État, ce qui va nous permettre d'être finalement plus large pour payer le crédit. Mais bon, ces avantages fiscaux étant plafonnés, on est assez vite limité. Soit on le fait à travers un statut de loueur en meublé, donc professionnel ou non professionnel, qui va nous permettre d'investir dans l'immobilier
sans que les loyers subissent une pression fiscale trop importante. Et sachez que on est aujourd'hui les investisseurs immobiliers des vaches à lait pour l'État qui a prélevé près de 84 milliards d'euros d'impôts sur l'immobilier en France l'an dernier. Donc si on ne réfléchit pas en amont, c'est comme pour l'optimisation de votre rémunération. Si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Voilà. Merci. Écoutez, il n'y a plus de questions, donc il nous reste à vous remercier pour votre intervention très précise et puis à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se Merci. retrouvera l'année prochaine pour un nouveau programme de webconférence. Merci à tous. Merci, bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.